Alors pour vous parler de la religion, je vais vous raconter une petite histoire que j'espère vous garderez vraiment secret. Quand j'étais au collège, je devais avoir autour de 13-14 ans, j'étais déjà un beau garçon, très intelligent et très beau, et j'étais amoureux, comme souvent à cet âge-là, d'une jolie fille. Cette jolie fille s'appelait Sarah. Elle était très belle, j'étais fou amoureux d'elle. Alors, mes copains disaient qu'elle avait pas beaucoup de forme, et ça comptait énormément à cet âge-là, croyez-moi. Mais moi, je m'en fous, j'adorais son sourire. Je me demande même si elle n'avait pas un appareil dentaire. Mais bref, j'étais amoureux. Et cette Sarah, un jour, après avoir ruminé la chose pendant 3 mois, je me force à aller lui parler. Je me rappelle très bien, on était, bref, dans le collège, et je lui demande si elle veut sortir avec moi. Et là, elle me dit, ce qui rend fou un adolescent de 14 ans, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Alors, je sais ce que vous allez dire c'est parce que j'étais moche et que j'étais pas un beau gosse et que c'est normal, elle ne veut pas. Pourtant, 3 jours après, je parle avec Caroline sur MSN à l'époque, et qui me dit que oui, elle aurait bien aimé, mais que dans sa famille, on ne sort pas avec des garçons. Et qu'est-ce que c'était que sa famille? Sa famille était, je me rappelle que son père, je l'avais vu une fois dans la rue, était un barbu qui avait pas l'air marrant du tout, et sa sœur était une chippie qui racontait tout. Et je pense qu'il y a eu une sorte de peur. Qu'est-ce que j'en conclus? Moi, j'ai jamais été musulman. J'étais vaguement chrétien, comme on peut l'être à 14 ans dans un collège. J'ai jamais compris ce qu'était que l'islam. Et pour la première fois, l'islam rentrait dans ma vie. Je ne savais pas exactement ce que c'était, j'ai essayé de m'y intéresser, mais je ne comprenais pas pourquoi une religion, ou peut-être une interprétation de la religion qu'avait fait son père, changeait et bougeait des choses dans ma vie. Et c'est ça, en fait, le problème de la religion. C'est que la religion, qu'on s'y intéresse ou pas, qu'on soit pour ou contre, qu'on parle de celle des autres ou pas, ça nous concerne. La religion catholique, notamment contre laquelle se bat beaucoup les Femen, met depuis 2000 ans et partout dans le monde certaines valeurs. La première des valeurs qu'elle met en place, c'est une pyramide très forte entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas de l'échelle. Et bien sûr, en haut, il n'y a que des hommes. Le pape est un homme. Pour pouvoir être un vrai catholique, il faut que vous parliez à un prêtre. C'est l'intermédiaire principal. Et donc, si vous êtes une femme, si un jour vous avez la bêtise ou l'audace de naître avec un vagin, vous ne pourrez jamais arriver en haut de cette pyramide. Vous serez toujours en dessous. Vous serez toujours une nonne. Vous ne pourrez jamais parler directement avec les croyants. Ce n'est pas votre rôle, puisque vous êtes née femme avec un vagin. Vous ne serez jamais prêtre. Et bien voilà, c'est un modèle qui se répercute partout dans le monde et qui est vu par les partis politiques, par le monde entier, comme un modèle naturel. Les femmes ont moins de pouvoir. Par ailleurs, la parole de l'Église est extrêmement écoutée dans le monde. Elle est très très forte et très puissante. Et elle touche bien plus que ses croyants. Quand, par exemple, le pape Jean-Paul II est hésitant sur la question du préservatif, eh bien, il y a des morts en Afrique, bien sûr, mais il y en a aussi en Europe. Et il y a le sida qui se transmet aux catholiques et aussi à ceux qui ne croient pas au catholicisme. Et du coup, considérer que la religion ne nous concerne pas, ou qu'on doit respecter la religion des autres, c'est oublier que la religion est politique. C'est oublier que la religion, elle, impacte nos vies. Et un des exemples les plus concrets, les plus contemporains qu'on aurait pu voir, c'est de voir tous ces catholiques qui ont appelé, et tous ces prêtres catholiques qui ont appelé, lors de la manif pour tous, à aller dans la rue, qui ont été invités sur les plateaux télé pour donner leur opinion de catholiques. Et c'est quand même assez problématique. Alors qu'est-ce qu'elles font, les Femen? Elles réagissent à cela. Elles réagissent à cette domination de l'Église, des églises et des religions sur nos vies au quotidien. Et qu'est-ce qu'elles font pour cela? Elles s'attaquent à des symboles. Alors oui, effectivement, les Femen ont bordélisé pendant une petite demi-heure, un mardi après-midi, dans une église où il n'y avait que des touristes, donc à Notre-Dame de Paris, un moment catholique, où il n'y avait même pas de messe. Tout le monde a crié au scandale. Et pourtant, quand l'Église catholique, par ses dires, ses prêches, touche la vie de milliers de personnes, il n'y a pas de mouvement de colère comme on a pu en avoir. Et c'est de ça que je voudrais vous faire comprendre. La religion est un pouvoir fort, qui aujourd'hui est extrêmement médiatisé et extrêmement reconnu. D'ailleurs, on a plus aujourd'hui confiance dans les religieux que dans les hommes politiques, et du coup, ça pose d'énormes problèmes. Si on considère que le religieux, et le pape François d'ailleurs normalement est plus juste, et plus droit, et plus vertueux que nos hommes politiques, alors le pouvoir devient le pouvoir de la religion. Et donc on se doit de critiquer la religion.
Et c'est ce que faisait Charlie Hebdo aussi. Comme les Femen, il critiquait la religion. Il critiquait la religion, non pas parce que la religion est une religion, mais parce que la religion est un pouvoir, et que la liberté d'expression, c'est de pouvoir remettre en cause tous les pouvoirs. Les pouvoirs politiques, bien évidemment, mais aussi les pouvoirs religieux. Alors, on arrive maintenant sur la 4e vidéo qui me servira deux choses. D'abord de conclure avec les Femen, et ensuite je vais vous parler de l'avenir de la chaîne Thomas fait de la politique. Alors on a vu un petit peu tout ça sur les Femen. Il y a un dernier point dont je voudrais qu'on revienne, c'est sur l'efficacité des Femen. J'entends beaucoup de gens me dire mais en fait c'est contre-productif ce qu'elles font. Pourquoi pas? Première question, comment vous mesurez la productivité d'un mouvement activiste? Est-ce que vous avez des instruments, des statistiques, des chiffres pour savoir si le féminisme a avancé ou pas depuis qu'elles sont là? Moi j'ai l'impression que quand on les voyait, on se posait des questions sur les femmes, on y réfléchissait, on se remettait en question, et puis on avait un petit peu plus peur. Je crois que les Femen, elles ont ce rôle un petit peu de lobby, comme SOS Racisme peut avoir un rôle de lobby. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, demain, fait une action vraiment dégueulasse en termes de racisme ou en termes de sexisme, alors ils auront soit SOS Racisme qui va leur porter un procès au cul, soit ils vont avoir les Femen qui vont passer une action qui va les décrédibiliser auprès des médias. Et je crois qu'on a de temps en temps besoin un peu de garde-fous qui font que Jean-Marie Le Pen ne peut pas dire n'importe quoi sans être condamné par la loi, que Dominique Strauss-Kahn ou je pense à quelqu'un d'autre ne peuvent pas faire n'importe quoi en termes de vulgarité sexiste sans avoir des problèmes ou des conséquences derrière. C'est important d'avoir une sorte de lobby, quitte à ce que ça fasse un petit peu moralisateur. Premier point. Deuxième point, toujours sur ce qui est de la productivité, moi je voudrais en remettre aux autres associations. Est-ce que vous trouvez que les autres associations féministes sont plus productives et plus efficaces? Qui parmi mes auditeurs a lu le dernier bulletin de Oser le féminisme, le dernier journal? Qui a lu alors un tract ou je sais pas un ouvrage de groupe féministe? Ou alors qui a pu voir une action qui lui a vraiment fait changer sa vie et celle des autres, une action médiatique ou activiste sur le féminisme? Moi j'en connais peu. Et puis je vais vous parler de ma maman. Ma maman c'est quelqu'un qui n'est pas très politique, comme beaucoup de gens. Elle a voté Ségolène en 2007, après elle a voté Hollande, et puis là maintenant elle hésite à voter Le Pen, elle n'a pas de ligne claire, ligne fixe, c'est pas une intellectuelle. Et comme tout le monde, elle regarde le journal de TF1 ou de France 2, ça dépend des jours. Et ma maman m'a parlé des Femen. Elle m'a dit juste un truc, elle m'a dit quand même, elles sont courageuses. Et puis moi je me suis dit que voilà, pour que ça puisse toucher même des gens comme ma mère, les Femen ont réussi quelque chose. Elles ont réussi à parler à des gens qui ne parlent pas de féminisme. Ils ont réussi à capter l'attention ou un espace médiatique qui a été complètement délaissé des médias depuis des années. Alors oui, peut-être que les seins, ça choque la télé, peut-être que c'est une arme du patriarcat qu'il retourne contre le patriarcat, mais il y a d'efficacité sur des segments de la population qui n'étaient plus du tout touchés par le féminisme. Aujourd'hui, on ne parle plus de féminisme à la télévision, on ne parle plus de combat politique à la télévision, et les Femen ont pu, au moins pendant un an ou deux, le faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et je crois que ça veut dire aussi beaucoup de choses sur la gauche. Aujourd'hui, la gauche ne cherche plus à parler à ma maman. Et ça, c'est dramatique. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des Femen là-dessus. En conclusion, je dirais une chose. D'abord, attention. Aujourd'hui, qui sont menacés par les musulmans terroristes? Je devrais dire les islamistes terroristes. Il y avait Charlie Hebdo. Et puis, il y a aujourd'hui les Femen. Et moi, je m'inquiète un peu pour elles. Je me dis que voilà, si demain, il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? Qui ira à leur enterrement? Qui ira dire que oui, ils ont défendu la liberté d'expression? Je ne sais pas. Et moi, j'ai envie de dire, avant qu'il ne soit trop tard, que moi, j'ai défendu les Femen parce que je crois qu'elles défendent une manière de faire de la politique qui est peut-être perfectionnable, mais qui est quelque part intéressante et qui dit des choses sur, en tout cas, le pouvoir. Donc, conclusion. Oui, c'est un mouvement d'extrémistes. Oui, c'est un mouvement d'activistes d'extrême gauche. Et oui, en même temps, c'est un mouvement médiatique et qui assume ce côté médiatique. Oui, c'est un mouvement qui est un petit peu violent, mais qui est violent symboliquement. Et que moi je crois qu'on a besoin de refaire de la violence symbolique à gauche. On a des Zemmour à droite, on a des Soral à droite, et à gauche on a plus de gens qui sont violents symboliquement. Et ça, c'est problématique parce que ça ne produit pas une culture de gauche. Ça ne produit pas une réflexion, et donc pour prendre le terme gramscien, l'hégémonie culturelle aujourd'hui, elle est à droite, elle n'est plus à gauche. Et on doit avoir des gens comme les Femen et comme tous les activistes qui produisent de l'hégémonie culturelle à gauche.
Et pas que des intellectuels universitaires. Sinon on ne parlera que aux intellectuels universitaires. Et oui, on l'a vu, c'est un mouvement anti-religieux. Anti-religieux parce que la religion est un pouvoir et qu'on a besoin de contre-pouvoirs. On a besoin de gens qui disent du mal de la religion. Et il faut accepter de dire du mal de la religion. Certes, il faut être tolérant. Certes, il faut accepter qu'on se moque de nous, de la même manière que par exemple les socialistes acceptent de se faire moquer par Charlie Hebdo et par tous les journaux du monde. Et bien il faut accepter que les religions se fassent moquer par plein de monde. J'en ai fini avec les Femen, je vais maintenant vous parler de la suite de la petite chaîne. Alors j'ai pas mal de projets en route. D'abord j'aimerais bien faire des interviews de militants, de copains, de gens qui sont un petit peu sur le terrain et qui, par quelques petits endroits, font de la politique et font bouger les choses. Je n'interviewerai pas de gens connus parce que je suis pas très connu, tout simplement. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aime, c'est le militant de base qui va défendre la cause. Et c'est ça que j'ai envie d'interviewer. Donc je pense travailler un petit peu là-dessus plus tard. Deuxième chose, j'ai un petit projet de faire aussi de l'actualité. J'hésite à faire, je vais voir un petit peu selon mon temps, faire un petit journal que j'aimerais bien essayer de faire passer toutes les semaines. Troisième point dont je voulais vous dire, c'était remercier tous les gens qui m'ont offert des bouquins sur ma Amazon Wishlist. Ça me touche énormément parce que c'est comme ça que moi je me motive à en refaire d'autres. Ça peut paraître bête et pas régulier et pas normal, mais voilà, le fait qu'on m'offre un bouquin, qu'on m'offre un truc, ça me touche énormément et je voulais vraiment vous remercier parce que ça me remotive. Voilà. Et je me dis que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais que vous m'offrez un bouquin qui peut me faire réfléchir, et ben peut-être que je serai un peu plus d'accord avec vous et ça me pousse à me motiver. Et du coup, si vous avez beaucoup d'argent, continuez à le faire. J'aimerais bien m'acheter un fond vert qui coûte pas très cher ou une troisième caméra qui me permettra un peu de faire des vidéos dynamiques. Voilà, merci pour tout. Dernière chose, je voudrais remercier Camille et Cora de m'avoir aidé dans le petit tournage de cette vidéo, ça me touche beaucoup. Au revoir et à bientôt.